Dans la plupart des États modernes d'aujourd'hui, beaucoup de pays n'arrêtent de vanter leur système démocratique tout en étant monarchiques. Tous revendiquent ce statut pour avoir une légitimité internationale, nous dit-on. En effet, les us et coutumes ont été érigés en normes dans l'Afrique d'antan. Les royaumes, aujourd'hui, sont gouvernés à la manière moderne d'alors, sauf que ici, le choix du chef repose sur des critères bien définis. Les règnes et l'avenir du royaume, donc du pays, sont prédits au détour de l'oracle Fa. Des sacrifices sont faits pour conjurer entre-temps le mauvais sort s'il y en avait. Ces pratiques occultes dans la succession au trône sont-elles toujours en vogue? Offrent-elles également assez de garanties pour le pays en termes de paix et de croissance? Quelle influence ces règnes passés peuvent avoir sur les dirigeants actuels et leur gouvernance? Quels sont les effets des causes cachées? Pour citer le titre du roman de Lamine Cissé en la matière. Afrique, les anciens règnes influencent-ils le développement de nos États? C'est bien sûr de ce thème que nous allons parler ce matin. Et là-dessus, je reçois pour vous, Vénérable David Kofiaza, consultant culturel et cultuel. Vous êtes également prêtre Fa. Merci de répondre encore une fois à notre invitation. C'est un plaisir. En face de vous, c'est Constant Abidine Konglele, journaliste à la retraite, petit-fils du roi Béanzin. Merci d'être là, M. Abidine. Merci infiniment. Alors, comme je le disais donc à l'entame de cette émission, est-ce que les anciens règnes influencent véritablement le développement de nos États africains? C'est bien sûr de cela qu'il s'agit. Vous l'avez constaté, c'est un débat qui ne sera pas forcément contradictoire, mais participera donc à la construction de nos États sur ce plateau. Professeur David Kofiaza, vous avez estimé que par le passé, le roi Glélé, à qui le roi Béanzin doit pouvoir succéder, avait contracté avec l'État français pour céder, ne serait-ce que certaines portions de nos terres. Est-ce que vous confirmez toujours ces propos? Oui, je confirme. Cela se manifeste par la convention de 19 mai et puis celle qui a été... Je parle du 19 mai 1868 et après c'est revenu en 1878, la convention pour confirmer encore la cession d'abord du port de Cotonou et puis du territoire de Cotonou. Et les articles existent. Ça voudra donc, est-ce que accord, ça voudra dire vente? C'est cession. Cession. Ça n'est pas... Dans la convention, c'est cession. Mais, Constant Abidinoukou, vous êtes historien, vous vous intéressez également à la chose. Vous l'enseignez, l'histoire donc de votre royaume, de notre royaume, aux étudiants, aux élèves aujourd'hui. Dites-nous, est-ce que le mot cession est à entendre sous l'angle de la vente? Merci beaucoup. D'abord, il faut dire qu'il y a un principe sacro-saint dans le droit romain. Déjà en 1650, sous le roi Wigbadia, nous avons eu la toute première constitution du droit romain. Le roi Wigbadia a régné de 1645 à 1685. Il a fait 40 ans de règne. C'est sous lui qu'on a eu la toute première constitution. Et l'une des lois de la constitution, il y en a 41, dit qu'on ne vend pas et on n'achète pas la terre au droit romain. Vous ne verrez jamais un roi vendre la terre ou quelqu'un acheter la terre. Quand vous le faites, vous êtes passible de la peine de mort. Ça, c'est au Dahomey, mais entre-temps, Dahomey a naissé Cotonou. Non, il faut comprendre. Il faut comprendre que ce soit les rois Guizot, Glélé ou Béranzin, ils n'ont jamais cédé de terre. Ils ne peuvent même pas le faire. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans le cadre de Cotonou? Cotonou a été créé par le roi Guizot. Et c'est vrai, quand il avait des relations avec les Occidentaux, les pays européens, Guizot a signé un traité commercial avec la France. C'était pour développer Cotonou. Mais il n'a jamais cédé. C'est une entente pour dire, vous pouvez venir, c'est le droit romain qui supervise les choses. Ce que vous devez faire, c'est nous qui vous le disons. Ce n'est pas à vous de décider à notre place. Et le roi Guizot, n'oubliez pas, il a eu le pouvoir grâce à un coup d'État. Donc il sait exactement ce qu'il a à faire.
Et aucun roi, depuis le roi Rugbadia, dans notre histoire, dans le temps romain, vous ne verrez jamais un roi qui dise nous avons cédé la terre, nous avons vendu la terre. Mais ce traité de Guézo dont vous parlez, traité commercial avec la France, oui, que son successeur, le roi Grelais, a repris, si je m'abuse. Alors, oui, est-ce que vous pensez que les Français l'entendent de cette oreille? Vous savez, c'est la ruse. Les Français tenaient à avoir Cotonou, à avoir le temps romain. Parce qu'il faut débloquer cela pour aller vers l'interland. Le Niger, le Burkina, le Mali. Dans cette ruse, vous croyez que les mots n'ont pas le même sens. Les Français voulaient qu'on leur donne Cotonou. Ils sont prêts à acheter. Mais nous, à eux, leur ont dit, nous ne pouvons pas vous vendre la terre. Ça ne se fait pas chez nous ici. Donc, et pour vous rappeler, d'ailleurs, c'est surtout ça qui a été à l'origine de la guerre entre Béhanzin et les Français. D'accord. Béhanzin a bien dit, nous ne vous cédons pas, mais nous vous louons. Et Cotonou, le port Cotonou a été loué aux Français à 20 000 francs par an. C'est une location. Évidemment, les Français ne veulent pas entendre parler de location. Parce qu'à l'Assemblée nationale française, quand Bayol est parti pour dire voici ce quoi nous sommes entendus, les députés ont refusé pour dire non, qui est ce roi pour nous prendre 20 000 francs par an parce qu'ils veulent nous louer la terre. Non. C'est ça qui est à l'origine de la mésentente. Alors, mais ça c'est intervenu après. C'est après que le roi Béhanzin a fait cette proposition à Bayol. Non. Mais entre-temps, puisque je vais vous fournir la copie de la convention existe. Dans la convention, nulle part, il n'a été mentionné une location et il faut payer. Et la convention que Guézo a signée, la convention commerciale que Guézo a signée, c'était pour que les Français puissent installer des comptoirs pour faire leur commerce. Et Guézo a bien institué le pourcentage de chaque marchandise que les Français devraient retrocéder. Donc ce n'était pas... La convention de Guézo ne parle pas du tout ni de location, ni de vente, ni de rien du tout, mais c'est un contrat commercial et les droits de douane, le contrat avait déterminé le pourcentage de marchandises que Yévogan, à l'époque, devrait prendre et ramener au royaume. Mais c'est Glélé qui a signé la première convention de cession. La convention mentionne très bien de cession de Cotonou. Et la deuxième convention qui n'a fait que reconfirmer après quand que l'Assemblée nationale française ait approuvé, la deuxième convention qui est venue 10 ans après n'a fait que reconfirmer et encore donner d'autres droits aux Français. Et puis, il n'était pas question que le royaume mette ses yeux dans ce qui se passait. Je vais vous fournir la copie de la convention. Non, je crois qu'après, on pourra revenir là-dessus pour bien peut-être le fond ou peut-être inviter aussi un juriste. Et avec la convention, un juriste, pouvoir voir la forme et tout. Ouais, je crois que... Mais la convention parle très bien de cession. Non, il faut comprendre. Il faut comprendre. Oui. Vous pouvez peut-être avoir dans la convention le mot cession. Mais le Dahomey n'entendait pas. Oui, mais justement, ça c'est connu. Et c'est cette convention que Béhanzin a remise en cause systématiquement l'intégralité de la convention. Pour dire que lui ne reconnaît pas. Bien au moment où Glélé était encore vivant, il a remis en cause. Et ça fait qu'il a enfermé Bayol pendant 45 jours. Bayol a été enfermé. Béhanzin l'a enfermé pendant 45 jours pour dénoncer cette convention-là et dit qu'il ne reconnaît pas cette convention parce que les 41 articles de la Constitution du Dahomey ne permettaient pas ça. Ce qui est important qu'il faut comprendre, Béhanzin n'est pas en dehors du système. Non seulement il a été Vilaro, il est le Gao. Il a été ministre de la Défense, ministre de la Guerre. Ouais, déjà en 1800. Donc tout ce qui se passait sous son père, il est informé. Il fait partie de ceux qui sont les plus informés du royaume. Il a été un Vilaro puissant. Et rien ne se fait dans le Dahomey sans l'aval de son père et son aval à lui. Ils s'entendaient, c'est une complicité. Les Français peuvent écrire n'importe quoi dans une convention, mais parce qu'ils tenaient à avoir Cotonou, à avoir le Dahomey. Donc vous avez déjà utilisé le mot ruse. Donc c'est une ruse. C'est pas ruse qu'ils ont donc finalement arraché l'espace de Cotonou. Glélé n'a jamais signé une convention de cet ordre. Vous savez, les Français, ils sont rusés, ils sont malins. Il y a tous les pièges possibles pour avoir le Dahomey, pour avoir Cotonou. Alors aujourd'hui, nous sommes dans une autre ère, mais malheureusement, il se répète des faits. Aujourd'hui, le port de Cotonou n'a pas été vendu, mais
confiée par une gestion déléguée. Vous pensez que nous sommes à l'aigle-lait, vraiment? Il faut comprendre ceci. Quand vous avez un bien, que vous pensez que vous ne pouvez pas bien le gérer, vous pouvez déléguer la gestion à quelqu'un. Ça ne veut pas dire que vous ne surveillez pas la gestion de cet outil que vous déléguez à quelqu'un, mais c'est vous qui lui dites ce qu'il doit faire. Et il ne se lève pas pour faire ce qu'il veut. C'est vous qui devez lui dire, je veux que vous gériez de cette manière. Oui, ce n'est pas le fond de la problématique qui nous intéresse ici. Oui. Est-ce que nous sommes en train de répliquer ce qui s'est passé à l'ère Guellele? Pas du tout. Parce que je continue de le dire. Mon frère a dit, quand il était sur votre plateau la fois passée, pour dire que, par exemple, le roi Guellele a vendu. Hein, vous avez bien dit, utiliser le terme vendu, cédé, le port, par exemple, je crois, à 180 francs. Mentionne 180 francs. Et ensuite, Cotonou, 220 francs, je crois que... Non, c'est pas possible. Guellele ne peut pas le faire. Il ne peut pas. Il sait très bien. Il a dit, vous avez plusieurs fois dit, M. Agoudinuku, que Guellele ne peut pas, et aucun roi du Dahomey ne peut le faire. Voilà. Alors, je ne suis pas sûr de ça. C'est clair. Vous n'avez pas la convention. Même dans je vous dis ceci. Mais même dans la convention en ce moment, combien de nos aïeux, de nos rois savaient lire ces choses? Là, c'est une interprétation que vous faites de la situation aujourd'hui. C'est réel. Maintenant, ce que je demande, la question elle est toute simple. Nous n'allons pas dans le fond de la gestion du port aujourd'hui tel que c'est fait. On en parle de gestion déléguée. Mais est-ce que ce qui se passe aujourd'hui donne l'impression que nous sommes en train de revivre l'aigle-lait? C'est la question que je me pose. C'est-à-dire, je ne suis pas d'accord par rapport d'abord à l'aigle-lait, par rapport à ce qu'on a dit. Et aujourd'hui, nous ne vivons pas du tout. D'accord. Alors, professeur Kofi Aza, vous pensez que c'est l'aigle que nous sommes en train de traverser? Ça fait 15 ans que nous l'avions déjà dit. Ça fait 15 ans que nous avons mené des vous savez, j'aurais voulu... Parce que c'est pas parce qu'on ne sait pas quelque chose que la chose n'existe pas. Et la documentation aujourd'hui existe. Au moment où je faisais les recherches, ça m'avait conduit plusieurs fois en France où j'ai eu beaucoup d'informations, beaucoup de documents. C'est pour ça que je vous dis, je préfère qu'on apporte la convention et que d'abord que la convention soit authentifiée et qu'on invite les juristes à déxiquer article par article pour voir. Même si le roi ne savait ni lire ni écrire, ce que je ne suis pas sûr, parce que le roi Béhanzin parlait très bien français à l'époque. Et il savait, bien sûr. Non, pas du tout. Il avait un interprète, Fanou. Il avait un interprète, Fanou, mais je vous dis que le roi Béhanzin, quand il était au Dahomey, il comprenait très bien. Puisque j'ai été même jusqu'à Martinique, là où il était resté. Oui, nous étions. J'ai eu beaucoup d'informations là aussi. Il comprenait très bien français. Et ce n'est pas pour rien qu'il a dit à son fils, à l'époque, ceux-là, ils ont quelque chose de plus que nous. Et je rappelle que son fils a été le premier avocat noir. Tout à fait, Wanilou. Inscrit au barreau de France, au barreau de Paris. Donc, ce n'est pas des néophytes en quelque sorte. Mais en dehors de ça, le royaume avait des avocats. Oui, bien sûr. Qui lisaient, qui savaient ce qui est écrit, qui traduisaient au roi. Donc, ça veut dire que s'il y a eu trahison quelque part, ça veut dire que le Yavogan a trahi le roi. Non, le Yavogan dont on parle, c'est vrai. C'est le ministre des Affaires étrangères. C'est le titre, ça. Ça correspond au ministre des Affaires étrangères. Ça ne veut pas dire qu'il sait lire et écrire en français. Non, le plan n'est pas là. Évidemment, la plupart de ces responsables avaient des interprètes qui leur expliquaient. C'est Fanou qui est l'interprète du roi Béhanzin. Au Dahomey, le roi Béhanzin ne parlait pas français. Mais quand il est allé à la Martinique, il s'est beaucoup intéressé aux choses. D'accord, on va revenir donc sur ces aspects parce que c'est l'histoire de l'Afrique, c'est l'histoire du Bénin. Je redemande encore une fois au professeur David Kofi Aza si nous sommes en train de traverser l'aigle actuellement. Vous savez, je suis habitué, puisque en 2003, quand on avait fait le point de la situation de 2006 à 2016, on a eu les mêmes effectifs. Mais au bout du rouleau, tout ce qui a été dit sous les Guézo, qui devrait se répéter, nous savons, et tout le peuple reconnaît aujourd'hui que tout s'est passé en 2006 et 2016. Même ceux qui étaient au régime ont reconnu qu'à l'époque, le professeur Aza disait vrai. On dit souvent chez nous, le sage n'affirme rien qui ne peut se prouver. Peut-être que cela va m'amener à publier. Je prends la responsabilité de publier d'ici 1 mois ou 2 mois l'intégralité du rapport de mes recherches sur les 3 ans que j'ai effectué de 2000 à 2003.
sur notre nation. Je vais publier l'intégralité du rapport. Et même actuellement, là, j'avais publié une partie de l'ère que nous sommes en train de traverser, avec tous les événements qui devraient se produire. Je crois que plus de 50% déjà se sont déjà passés. Ce n'est pas, et il faut faire la différence. Ce n'est pas une consultation du phare. Je répète, ce n'est pas une consultation du phare. Ce que je dis n'a rien à voir avec une consultation du phare. C'est parce que j'ai constaté en 2000 qu'il y a certains événements du passé. Parce que je m'intéresse beaucoup à l'histoire. Et pas seulement ce qu'on m'a raconté. Parce que nous pensons souvent notre féodalité. Moi, je suis de la dynastie royale d'Agodonou. Je suis presque. Et je suis tête couronnée de la dynastie. Donc je sais de quoi je parle. Et la dynastie a commencé à Huawei et non à Abomey. C'est à Huawei, ils ont ça chez moi que ça a commencé. Ce n'est pas à Abomey. Donc je sais réellement, il ne faudrait pas que... parce que notre féodalité à Abomey, c'est que quand on entend une seule chose, on estime que c'est uniquement ça. Il faut entendre aussi d'autres sons de cloche. Il faut aussi mener d'autres recherches pour voir et comparer les résultats. Aujourd'hui, malheureusement, ce qui fait la difficulté que nous avons à Abomey, malheureusement, c'est qu'on a deux grandes sources d'informations extérieures et une source diversifiée d'informations à l'intérieur. Les deux grandes sources d'informations à l'extérieur, c'est quoi? Il y a eu des missionnaires indépendants qui ont écrit beaucoup de choses. Même le livre du phare, qui constitue aujourd'hui le livre de référence aujourd'hui, qui est écrit par Bernard Mopal. Bernard Mopal n'est pas un Béninois, ni un Africain. Mais c'est un mémoire que lui a fait. Et ce mémoire, c'est aujourd'hui référence en matière de phare partout à travers le monde. Donc, la plupart du temps, ces indépendants missionnaires ont écrit beaucoup de choses qui constituent la première source d'information pour notre histoire. Et deuxièmement, il y a les colons eux-mêmes qui ont écrit ce qu'ils veulent ou ce qu'ils veulent faire passer dans l'opinion, qui constitue, où il y a beaucoup de choses qui sont réelles dedans, bien sûr, ce qui constitue leur gloire. Et en même temps, ils essaient de minimiser les réalités d'ici. Et il y a des choses qui ne sont pas mentionnées non plus. Donc, ces deux grandes sources-là constituent les sources d'informations externes. Mais à l'intérieur, quelles sources d'informations fiables nous avons à l'intérieur? C'est que chaque dignitaire essaie, ou chaque lié de famille essaie de façonner ou refaçonner l'histoire pour transparaître les gloires de la tête de pont de sa lignée. En fait, c'était ce qui ça fausse la réalité. Et ça fausse la réalité. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est comme ça. Il faut pas... Vous savez, la mémoire de la dynastie, c'est les Dégans de Tenji. Surtout la mémoire, c'est comme on dit, le secrétaire général, en tout cas ceux qui détiennent beaucoup d'informations, c'est les Dégans. Mais est-ce que les Dégans aujourd'hui détiennent encore autant d'informations sur la dynastie royale? C'est ça la problématique. Et vous savez, vous convenez avec moi que même dans cette féodalité, il y a deux rois, un roi et une reine, qu'on a sortis je dirais de la liste. De la liste. Tout à fait. Le roi Danozan, par exemple. Tout à fait. On a sorti de la liste. Et la princesse, Dassi Rangwe, qui a effectivement régné pendant 3 ans, on l'a sorti de la liste. Oui. Donc, c'est des choses... Pour des raisons bien précises. Non, en fait, c'est des raisons discutables. Non, il y a des raisons. Alors, M. Akpedi, est-ce que vous pensez que, comme Albert Delvoye dira au cours des symposiums sur les cinquantenaires, l'avait illustré ici, il dit seuls les vainqueurs écrivent et illustrent les belles pages de l'histoire. C'est ce que le colon a fait pour nous cacher. C'est ce qu'il a surtout fait. Surtout fait. Et aujourd'hui, ça trahit la mémoire? Ça trahit, bien sûr. Je veux d'abord rappeler que pour la conservation de la mémoire dans le Dahomey, c'est les Agbidi-Noukon, ce n'est pas les Dégans, c'est les Agbidi-Noukon. Mon aïeul a été intronisé comme historien officiel du Dahomey, par le roi Glélé. Et avant lui, le roi Glélé, on est déjà en 1858. Oui, mais même ça. Glélé a commencé en 1858 alors que la dynastie a commencé en 1600. Je ne refuse pas, mais ce que je dis, mais Dégans, c'est un enfant du roi Glélé, comme Agbidi-Noukon, comme Béanzin, comme Agboudiagbo. Puisque vous parlez des Dégans, c'est pourquoi je reprécise. Si vous parlez des Dégans, non. Quand on se refait à l'histoire du Dahomey, pour l'historien, c'est Agbidi-Noukon Nofon à Todjraï. C'est clair. Je ne veux pas revenir là-dessus. Maintenant, le problème qu'il y a, c'est celui qui gagne, qui domine, qui fait l'histoire. Par exemple, le royaume d'Oyo. Vous savez, le royaume d'Oyo, on ne le dit pas assez. Le royaume d'Oyo a dominé le Dahomey pendant 110 ans. C'est en 1708, sous le roi Agadia, qui sont venus prendre le Dahomey en otage. Et ça a continué jusqu'à l'arrivée du roi Guézo. C'est en 1818 que le roi Guézo a mis fin au loup tribut
que nous payons chaque année à Oyo. De toute cette histoire, les Français ont écrit ce qu'ils veulent. Mais nous avons fait des recherches. C'est pas forcément les Français, il y a des missionnaires indépendants comme... Oui, non, les missionnaires font l'effort. Eux, ils ne trichent pas et ils ne jouent pas la ruse comme les coloniaux. Non, eux, ils sont plus indépendants. L'autre problème, vous savez, on ne peut pas tout savoir sur l'histoire, surtout sur le Dahomey. Le Dahomey, c'est un royaume complexe, avec beaucoup d'intrigues. Et comme il a dit, c'est vrai, chaque famille, chaque collectivité royale veut décrire l'histoire un peu à sa manière pour se faire une bonne idée. Mais en dehors de tout ça, ce qui s'est passé, nous le savons, on fait l'effort de savoir à travers les recherches. Le professeur a dit quelque chose la fois passée qui est intriguant. Quoi, ça? Parce que lui-même dit qu'il est prince. Mais je suis surpris d'apprendre, par exemple, que le prince Arance Oglélé a enfermé le roi Béanzin. C'est pas possible. C'est pas possible. Le premier Vidaro du roi Glélé, c'est le prince Aranzo. Et il est décédé en 1872. Le roi Glélé, très fâché, parce qu'il l'aimait beaucoup, a attendu 3 ans avant de nommer un autre Vidaro. Donc c'est en 1875 qu'il a fait nommer, il n'était pas encore Béranzin, mais Béranzin Vidaro. Il a pris le nom de Kondo en 1875. Déjà, quand il était prince tout court, à Arokono, personne ne peut l'enfermer. Tout simplement parce que ce n'est pas un prince comme les autres. Et il était très lié à son père. Son père aussi l'aimait beaucoup. Il connaissait beaucoup l'histoire, beaucoup les faits. Il racontait les choses. Et avant que Aranzo ne meure, il n'a jamais enfermé Arokono. Et quand Arokono est devenu Vidaro, mais c'est encore la gloire. Les complicités entre son père et lui, la manière dont il peut gérer en tant que Gaou. Parce que parmi les ministres, le Gaou est trop puissant. Parfois, il est plus puissant que le Mingan, qui est le Premier ministre. Parce que la guerre, dans Romain, c'est d'abord un royaume de guerre. D'accord. On ne va pas refaire... Non, j'insiste là-dessus. D'accord. Il y a des points, non, il y a des points. Je vous le dis. On va évoluer donc dans cette émission. Je ne sais pas si vous voulez réagir par rapport à ça. Non, sinon... ce que je voulais dire, je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est important de rentrer dans les détails. Parce qu'on dit chez nous, oui. Nous, Sawo à Donadjawi. Et je veux juste rappeler, tout le monde connaît cette histoire-là, selon laquelle Béanzin avait rasé sa tête. Jamais il l'a fait. Jamais. D'accord. Okay. On ne va pas. Non, personne. Ici sur ce plateau, personne n'a vécu. Vous savez, il y a quelque chose. Même si on n'a pas vécu. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui faut pas. La plupart de tout ce que nous vivons dans le Dahomey, soit c'est dans les louanges ou c'est dans les chansons. C'est ça la force du Dahomey. Quand on dit l'oralité. Les chansons décrivent tout ce qui s'est passé. Quand vous connaissez le règne d'un roi, mais il suffit d'aller vers les chansons, d'aller vers les louanges, par le Panigan, vous le saurez. D'abord, Béranzin ne peut jamais faire ce que vous dites là. Il est tellement lié. Vous ne pouvez pas gérer ça, mais je vous dis la vérité. Mais vous n'avez pas vécu les portes. Je pense qu'il faut avoir... Vous n'avez pas vécu le COP parce qu'on vous a rapporté ça aussi. Non, mais j'ai pas... Mais de toutes les façons, allons donc... Moi, je parle... Non, moi, je parle pas seulement... Moi, écoutez... Il parle des panégyriques. Mais tous les événements qui sont produits dans Dahomey, tout ne se trouve pas dans les panégyriques. Là, au moins 90%. Non, pas du tout. Il y a 10% qui enlèvent. Non. Au moins de toute façon, ça veut dire qu'il y a 10%. Et puis, deuxièmement, il y a quelque chose qu'il faut ressortir. Moi, je pense que si Abomey est encore comme ça, je rappelle que Dosso Agadia était fan de Dahomey, a fait le phare au royaume de Dahomey. Et on savait le signe, c'était Gbelete. C'est moi qui ai rappelé ça. Mais qui avait mentionné ces informations? Et ça s'est passé en 1818, quand Abomey a eu Gbelete, Adansa a eu Betumila, Khobonu a eu Begouda, Cotonou a eu Letaïbe et Gléry a eu Bessa. Mais ça s'est passé en 1818. Je vous assure. Mais il y a quelque chose qu'il ne faut pas... Les chansons. Il faut pas perdre de vue. Vous ne pouvez pas connaître toutes les chansons de Agadia. Écoutez, c'est ça le problème. Je ne parle pas des chansons, mais ce que je dis... Ce que je décris déjà, entre 1800
60, je dirais 60 parce que c'est à partir de là que ça a commencé, jusqu'en 1889. Je parle du 29 décembre 1989, quand le roi Glélé a rejoint ses ancêtres. Le 30, c'est le 30. Non, c'était le 29 décembre. Non, le 30. C'est pourquoi le 30, chaque 30 décembre, nous allons faire la libation au roi Glélé à Kovekba. Je vous rappelle, c'est le 30 décembre. Vous savez. 1889. Ce qui est sûr. Et souvent, Ce qui est sûr. qu'est-ce qui se passe au Dahomey? C'est le 3e jour que le Villaro prend le pouvoir. C'est pourquoi le roi Béranger est monté sur le trône le 1er janvier 1890. C'est 3 jours. Ça ne dépasse jamais ça. Parce qu'il faut vite prendre le pouvoir pour mettre fin à toutes les intrigues, toutes les velléités des autres princes. Parce que même si vous êtes Villaro, il y a le roi Glélé, il y a eu plus de 104 enfants quand il quittait ce monde, le 30 décembre 1889. Je n'ai pas compté les femmes, c'est seulement les garçons. Mais pourtant, c'est Béhanzin, le Villaro. Ça veut dire, et tous les autres. Il y a beaucoup de velléités, il y a beaucoup de jalousie. Vous savez, le problème qui se pose aujourd'hui, il faudrait qu'on ait le courage de regarder en face notre histoire. Moi, j'estime et j'insiste que c'est en cela que réside le salut d'Abomey. Et du Bénin. Et du Bénin. Parce que si Abomey ne se redresse pas, le Bénin aura des difficultés parce que c'est un prolongement. Et deuxième chose, s'il y a un roi aujourd'hui, peut-être que je ne suis pas Glélé, peut-être que je ne suis pas Béhanzin, mais s'il y a un roi aujourd'hui que je connais mieux et dont je partage mieux les idéaux, c'est le roi Béhanzin. Oui, mais vous ne le connaissez pas assez, puisque nous avons tenu... Vous savez, en 2006... Non, vous aurez tout à l'heure la parole. Laissez-moi finir. Parce que allez-y. J'ai suivi cette trace depuis ici, jusqu'au Sénégal, jusqu'en Algérie, jusqu'en Martinique, et même son retour. Et c'est là, moi, j'ai découvert que le roi Béhanzin a été déporté en même temps que Serine Touba, Cheikh Amadou Bamba, le roi de Touba, à 200 km au nord de Dakar. Lui, il est revenu. Il est revenu à fonder la ville de Touba. C'est lui qui a créé l'ordre des Mourides au nord, les talibés au nord du Sénégal. Mais pourquoi Cheikh Amadou Bamba est revenu et que Béhanzin ne soit pas revenu? Oh, mais ça peut s'expliquer. Bon. Je peux vous l'expliquer, c'est ça que je dis. Non, parce que si je parle ainsi, c'est si je parle ainsi, si je parle ainsi, c'est pour ça que j'ai dit nous, Mbeda, ça va donner Djaoué. Si c'est des documents, non, faites l'effort de. Je ne dirai pas sur les ondes un certain nombre de choses parce que je suis un prince. Mais vous avez dit beaucoup quand même, la femme. Je n'ai rien dit encore. Vous n'avez rien entendu. Parce que j'ai toute une documentation. Si je les déballe, nous allons comprendre beaucoup de choses. Aujourd'hui, c'est quoi? Le vrai problème, et la plupart de ceux qui défendent aujourd'hui le roi Béhanzin, c'est les descendants des gens qui l'ont trahi. C'est ceux-là, ces descendants qui défendent aujourd'hui à corps et à clé le roi Béhanzin. Nous savons ce qui s'est passé à Abomey et pourquoi ils ont assassiné Walilo. Alors, et pour quelle raison Walilo a été assassiné quand il a ramené les reliques de son père? Alors, le thème de l'émission, c'est savoir si véritablement les anciens règnes influencent véritablement le développement de nos États. Est-ce que vous croyez, vous, aux imprécations? Je veux insister sur des faits. C'est important. Faut pas qu'on est-ce que vous croyez à ça? Si nous escamotons, vous n'allez rien. Non, on ne va pas focaliser l'émission sur le Bénin, encore moins le royaume de Dahomey. C'est une émission qui a trait à l'Afrique. Je ne refuse pas. Oui, mais répondez d'abord à la question. Répondez à la question. On parte du Dahomey pour aller vers l'Afrique. Oui, mais répondez. C'est ce que nous disons. Le Dahomey n'est pas le seul royaume en Afrique. Alors, la plupart des pays aujourd'hui en Afrique, c'est d'abord la royauté avant qu'ils ne deviennent des pays indépendants. Et aujourd'hui, la modernité, la démocratie. Ce dont je parlais, c'est le suivant. C'est important. Monsieur Azza a dit, par exemple, Cheikh Amadou Bamba est revenu. Mais le Béhanzin ne peut pas revenir. Cheikh Amadou Bamba n'a pas fait la guerre contre les Français. Bien sûr. Non, c'est pas la guerre, ça. Non. Il a fait la guerre. Non, mais la vraie guerre. Vous n'avez pas à réclamer le privilège de la guerre. Non, à partir du moment où il y a 1, 2 ou 3 fils d'un État qui est mort, qui sont morts du moins, c'est des qu'il y a la guerre là-bas. Les Français ne voudront jamais. Mais les Français ont vécu des moments horribles avec Béhanzin. Et ils ne peuvent jamais accepter qu'il revienne. Est-ce que vous avez posé la question, mais pourquoi les Français ont attendu 22 ans avant que son corps ne revienne? Parce qu'ils savent, ils le disaient,
Cet homme même mort, si on l'envoie, il peut se réveiller. Ils l'ont dit. Nous sommes allés aussi à la Martinique. La gloire de votre aïeul. Nous sommes allés là-bas visiter le musée. Nous avons discuté avec ceux qui connaissent l'histoire, qui sont encore là, qui détiennent l'histoire et qui la répètent. Monsieur Agbedinoukou, le roi Bianzé aurait dit qu'il n'y aura pas la guerre au Bénin, ou aucune guerre ne peut vaincre le Bénin, mais qu'on ne va pas s'entendre dans le pays. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas s'il a dit qu'on ne va pas s'entendre. Ce dont je suis sûr... La division va toujours régner? Je ne sais pas, je n'ai pas appris cela. Ce dont on m'a parlé, qui est certain, c'est qu'il a dit qu'aucune guerre étrangère ne peut venir détruire le Dahomey. Mais là, ajoutez une phrase. Laquelle? Parce que Kofi Yaza, vous avez fait vos recherches, vous avez cette information aussi. Est-ce que c'est ça aujourd'hui qui fragilise les nombreuses alliances que nous avons dans le pays, qui ne durent jamais, de l'UBF, en passant par Foscori.Bénin émergent? Aujourd'hui, nous en sommes à d'autres regroupements, mais qui n'ont jamais prospéré. Et j'estime, et tout le monde sait qu'il a prononcé 2 phrases. Il a parlé de la guerre, il a parlé de l'entente. De l'entente parce que les princes d'Abomey l'ont déçu. Il faut avoir le courage de le reconnaître. Il faut savoir, on dit, fille des clans, il faut le nom. Et on organise. Même si on prend juste le phare d'Abomey, Belet est là. Il dit, mais oui, on a la meilleure Bémet, mais on a le Belet bité. Et donc, Hadji, Pati, un canon blanc, Ramek Pati. Il faut retourner à notre racine pour savoir, fille des clans, et savoir où est-ce qu'on veut, comment on peut améliorer. Béanzé a commencé par trébucher quand ils ont assassiné l'enfant de Tassi Hangwe, qui était un enfant d'origine qui a été fait dont son père est Nago. Donc la féodalité ne voulait pas qu'il monte sur le trône après sa mère, et ils l'ont assassiné. Et elle a prononcé des imprécations sur le royaume. Vous êtes et c'est là le royaume a commencé par chuter. Et quand on prend le signe du roi Glélé, qui a annoncé la fin du royaume, son signe c'est Ablaoualin, qui dit Vinamboun dans les Lébanon Bagon. Quand vous prenez les rois là, le roi qui a eu plus d'enfants, c'est le roi Glélé. C'est clair, je l'ai rappelé. C'est lui qui a eu plus d'enfants que tous les autres rois. Parce que son signe du Fall avait dit mais il dit Amli Homondo Goudo. C'est-à-dire Amlikhot, c'est la case ronde là, n'a pas un point fixe pour délimiter son arrière. C'est-à-dire qu'après lui, il y aura problème. Et quand Béanzé a été initié, depuis Dosso Agaya, tous les rois ont été initiés au Fa. Depuis Dosso Agaya, qui a eu Olidola, Pengla a eu Troupenka, d'abord Tegbessou a eu Troupenka, Pengla a eu Betumila, Agonglo a eu Goudache, Gezo a eu Loso Dende, Glele a eu Ablaouane, Béanzé a eu Aklanouane, et Agoliago a eu Dibliakou. Aklanouane, au niveau de Béanzé, disait et de la Glouze à Godé du Goho, quand on a dit Bétomé. Gadagbe lui avait déjà signifié qu'il allait partir en exil. Son signe déjà le disait. Oui, il le savait. Et donc, à la vie gouvernementale, à Sansomané, donc, à Tobin. Et donc, cette partie-là, quand Armoyon a sorti depuis Boufoulou Berzena en son temps, mais les princes ne mentionnent pas cette partie-là de l'histoire. Mais je répète que ça a été passé dans le champ de mon grand-père maternel à Tchéribé. Et c'est là qu'il est revenu encore enterrer sa maman. C'est encore là jusqu'à aujourd'hui. Donc, je sais de quoi je parle. Et à Goliago, son significat disait, dit, Dinabli noviton yeko et doto. Bon, il y a ça. Et donc, Gobli le grégé, Bodou Mokon, du Gomelikun, on n'y connaît ça, yek béa comme un bon, il n'y connaît comme un, il n'y a pas yek béa comme un bon, il n'y connaît comme un. À Colon, nous aidons son beto de Isipoa. À Colon, pour les yéins, nous aidons son beto de Isipoa. Et c'est la suite que nous vivons jusqu'à aujourd'hui. Il faudrait qu'on s'asseye un jour pour dire, nous allons faire quoi de notre Abomey. Et pour ça, il faut avoir le courage d'affronter la vérité en face et corriger les choses. Parce que moi, je suis plein d'Abomey et je suis gêné quand je vois la ville où il y a plus d'intelligents, je dis bien, et puis je certifie, les gens les plus intelligents, c'est d'abord Abomey. Les premiers intellectuels, c'est d'abord Abomey. Parce que c'était le siège du royaume. C'était le siège du royaume, on était très émancipé. Abomey était très émancipé. Mais pourquoi nous connaissons? Il n'y a pas ce régime-là qui va venir au Bénin ici, qui est porté au pouvoir sans la main d'Abomey. Mais qu'est-ce que nous récoltons au bout du rouleau? Il faut observer notre ville. Notre ville est devenue quoi aujourd'hui?
Et pourquoi ça en est ainsi? C'est la vraie question, c'est quoi? Nous, on était les premiers. C'est nous qui avons civilisé tout le pays. Mais voilà ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour réhabiliter la chose? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Pourquoi les alliances pour développer le Bénin d'abord et beaucoup d'autres États africains où la royauté a véritablement sévi ne durent pas? Parce que nous ne sommes pas sérieux. C'est tout. On n'est pas sérieux. Nous Par sommes rapport prêts, à quoi? Aux engagements? Par rapport aux engagements, nous pensons trop à nos propres intérêts. Chaque Béninois, même quand il s'associe à vous, il pense d'abord à lui. Il ne pense pas à la collectivité. Il ne pense pas aux intérêts généraux. D'abord lui. C'est vrai. Et c'est tous les rois, c'est pas seulement Béranzi. Tous les rois qui se sont suicidés sur le trône de Rouibadia ont toujours eu des problèmes de trahison. C'est clair. Béranzi, parce que c'est le plus important, c'est le héros national, c'est lui qui a le plus fait la guerre pour qu'on puisse connaître notre histoire. Déjà, lui-même savait que s'il allait à l'étranger, il ne va pas revenir. C'est pas nécessairement Guédégbé qui le lui a dit. Quand il a rendu hommage à ses soldats et qu'il a voulu savoir, et je vais rencontrer d'autres à Goro le 26 janvier 1894. Est-ce que je pourrais y aller rencontrer ce blanc-là et puis revenir? Toutes les cérémonies qu'il a faites lui ont dit non. Il a fait. Pas, oui. Vous avez dit qu'il a demandé à qui? Il a demandé, vous savez, il y a beaucoup de ses partisans qui sont là. Il y a aussi Guédégbé qui était encore là. Et il a dit, Guédégbé, dis-moi, je dois aller rencontrer le blanc. Après, je dois aller, non seulement en Dose, mais je dois aller là où il est, en Europe. Est-ce que je vais revenir? Le FA lui a dit, c'est pas évident. Vous risquez de ne pas revenir. Ça veut dire que c'est Guédégbé qui le lui a prédit? Non, le FA vous explique, comme il a dit tout à l'heure, ce qui va se passer. Et on fait des cérémonies. J'aurais aimé, c'est pas tout ce que le FA dit qu'on doit mettre sur la place publique. C'est pas possible. C'est ce que le TOFA a dit tout à l'heure. Non, oui, mais le TOFA même qu'on fait, il y a des choses qu'on dit là-dedans qu'on ne devrait pas mettre ça sur la place publique. Hein? Moi, je vous vois en tant que sage, en tant que conseiller. C'est-à-dire que quand on fait le TOFA, c'est d'abord les membres, le président de la République, les membres du gouvernement, le ministre du culte. On peut leur dire la vérité. Mais s'ils ne veulent pas vous écouter? C'est pas évident. C'est pas, surtout, il y a la manière. Vous pensez qu'ils accompagnent le TOFA là? Il y a la manière. C'est d'abord à M. Hazard et à ses amis de savoir comment ils devaient se comporter pour aller vers ces personnalités. D'accord, on ne va pas parler maintenant de TOFA. Alors, M. Constant Bédine, qu'on va bientôt sortir de cette émission, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui faire pour obtenir la cohésion au niveau de ces États africains où la royauté continue pas à sévir? C'est pas seulement au Bénin. Le chef sud-africain qui a été démis en février déjà de ses fonctions, il a été chef tribu au Swaziland. La royauté est toujours d'actualité. Il y a beaucoup de pays africains qui ont connu et qui continuent à vivre en même temps la démocratie et la monarchie. Qu'est-ce que vous avez parlé de trahison? Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour redonner confiance au peuple? En son temps, je me rappelle que le président Zinsou, feu président Zinsou, à un moment donné, quand il est monté sur le pouvoir en 68, on lui a dit, c'est vrai, nos pouvoirs sont toujours fragiles. Et il demandait, mais à Da Sabajou, qui était encore au palais, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il y ait la paix dans notre pays? Pourquoi j'ai le sentiment que le pouvoir n'est jamais stable et nous ne nous entendons pas? Et Da Sabajou lui a dit, il faut une cérémonie nationale où tous les pouvoirs devraient accepter, les cadres, les différentes régions, et nous devons nous entendre pour dire, nous allons conjurer les mauvais sorts. Il n'a pas pu le faire. Vous savez, tout ça là, c'est pas facile. On devrait sensibiliser les Bokonon, ceux qui détiennent la vérité sur les phares, pour que ce soit une ambiance nationale. Et on interroge, on doit les interroger, comment nous devons procéder. Et je suis sûr, parce que c'est quoi? Les rois, quand ils sont fâchés, même Béhanzin, je suis persuadé, il a été trahi. Lui-même, on a à la Martinique, en Algérie, en France, on nous a dit, les Français même l'ont écrit. Il a été trahi. Mais s'il a été trahi, qu'est-ce qu'on peut faire s'il était fâché pour qu'on revienne à de meilleurs sentiments, pour conduire notre destinée? Je suis sûr qu'il y a des cérémonies à faire et que ça ne devait pas se limiter à Abomey. Ça devait être une affaire nationale pour que chacun se sente concerné. Ça ne peut pas se limiter à quelques individus. Ça doit
porté d'abord par le président de la République. On ne peut pas faire quelque chose en dehors de lui. Alors, vous aurez donc toute la parole pour conclure. Professeur Kofi Aza, vous vous interrogez encore sur ce qu'il faut faire pour que celui qui a été premier et qui aujourd'hui se trouve pratiquement dernier puisse retrouver sa place de noblesse et donc drainer le reste des wagons. Alors, qu'est-ce que vous proposez? Il y a quelque chose, moi je continue toujours de le dire. Hein. On dit enfant, à ça quoi nous dents. Si Yabobé ne se redresse pas, on aura du mal à redresser tout le pays. C'est une menace? Ce n'est pas une menace, mais c'est de la réalité. 10 ans après, nous allons revenir sur ici, là. C'est pour ça que quand je parle, là, il faut écrire. 10 ans après, on va revenir, on va encore faire le bilan. Deuxième chose, ce qu'il faut faire, ils ne sont pas sans savoir. Qui? Les autorités ou les fils d'Abomey? Les autorités, les fils d'Abomey. Quand j'ai découvert les signes du phare à l'époque, je suis allé voir le roi actuel et je lui ai remis le document, le rapport sur les signes que le roi avait fait et tout ce que le roi avait fait qui était caché. Je lui ai remis le rapport. Il a. Et les autorités que nous avons ont ça, ont ce document. Jusqu'au plus haut niveau. Ceux qui ont dirigé par le passé, ceux qui sont là actuellement, ils ont tout. Le plan qui se pose aujourd'hui, c'est quoi? C'est facile de dire. Le TOFA, si vous connaissez l'histoire du TOFA, le TOFA ne se fait pas en cachette. Le TOFA se fait en public. Et deuxième chose, quand le signe apparaît là, celui qui connaît un peu le phare là, il sait ce que ce signe-là dit. Si vous faites des économies de vérité, il sait. Si vous dites tout, il sait. Mais en dehors du TOFA, le roi appelle son Bokonon. Et le Bokonon lui fait son phare à lui, personnellement, au palais royal. Et ça là, ça ne sort pas. Le Bokonon même est mis sous serment avant même de faire la consultation. Tout ce qui est dit à l'intérieur ne sort pas dehors. Ça, c'est clair. Ça, c'est deux choses différentes. Tout à fait. Le TOFA s'est fait en public. Et tout le monde sait. Et tout le monde a les informations. Maintenant, le phare indien du roi s'est fait en cachette. Et les informations ne sortent pas. Ça fait deux choses différentes. Deuxième chose, on me reproche de ne pas utiliser peut-être la manière pour aller vers le président. J'estime que je suis béninois. Je ne suis pas un Malien, je ne suis pas un Togolais. Je suis béninois. Et ça fait 12 ans que je fais le TOFA dans ce Bénin. Qu'est-ce que ça... Moi, je n'ai pas la possibilité d'approcher un président de la République. Encore que par le passé, ou même actuellement, j'ai envoyé des dizaines de demandes d'audience qui n'ont jamais répondu. Vous voulez que je passe par où? Le président est accessible comme moi. Il suffit que si le président me fait appeler pour dire je veux te voir dans 15 minutes, je vais courir pour y aller. Mais si on ne m'appelle pas, je ne vais pas me présenter à la présidente pour dire je veux rencontrer le président parce que je lui ai expliqué en cachette ce que le TOFA a dit, qu'on ne peut pas révéler au public. Non, moi je pense qu'il faut aller au-delà de ça. Il faut aller vraiment au-delà de ça. Tout le problème, s'ils veulent me rencontrer, ils savent comment et où me voir. Merci. Mais moi, je n'ai pas cette possibilité pour le rencontrer le chef de l'État. Vous avez juste une minute pour conclure. Je constate qu'on n'a pas eu assez de temps pour aborder les vrais problèmes. Ça, c'est la vérité. On reviendra. Ce qui est important, le pouvoir actuel, le règne actuel, je le compare plus à celui du roi Guizot. Ce n'est pas le roi Glélé. C'est surtout le roi Guizot. Vous savez ce qui se passe quand vous comparez. Le roi Guizot a pris le pouvoir à un moment important, difficile. Il s'est attaqué tout de suite à quoi? À la réforme militaire. L'armée existait, les Amazones existaient, mais c'est lui qui lui a donné le caractère d'une armée de carrière professionnelle. Et là, les Amazones, qu'elles soient encore constituées, adaptées à un moment important de l'histoire du Dahomey. Ensuite, permettez-moi de le dire, et quand je vois ça, je mets un peu un point d'honneur à la réforme par rapport à la police républicaine. Merci donc à vous, Constant Agbedino. On aura donc le temps de revenir sur l'histoire du Bénin, sur l'histoire de l'Afrique, parce que, on a escamoté. Au bout de l'ancienne corde qu'il faut tisser la nouvelle. Et si vous constituez là en la matière de référence, on vous fera davantage appel pour éclairer davantage l'opinion publique nationale. Mesdames, Messieurs, merci donc à vous de nous avoir suivis. C'était donc votre émission ici ailleurs consacrée donc à l'Afrique et à son développement, et surtout savoir si les anciens règnes influencent les gouvernants et leur mode de gestion actuel. Là-dessus, nous recevions pour vous le vénérable David Kofi Aza, prêtre phare, consultant culturel et cultuel, et en face de lui, Constant Agbedino Kunglele, fils de roi Béanzin et en même temps journaliste à la retraite. Merci à vous, chers invités, d'avoir partagé vos réflexions avec nous. C'est avec plaisir qu'on va vous retrouver, comme je l'ai dit, pour apporter plus de lumière dans cette ténébreuse histoire que les Occidentaux ou les missionnaires nous ont
laisser afin de réécrire notre histoire et de plus belle. Mesdames, Messieurs, à chacun et à tous, merci et à très bientôt.